Toujours en compagnie de Mme Louise Desrosiers, chef de la section à la prévention au Service de sécurité incendie de Montréal. C'est un long titre, hein? Oui. Eh bien, on continue de parler de la prévention incendie. Vous nous disiez que les trois principales causes d'incendie sont la cuisson, les flammes de chandelles, entre autres, et les problèmes électriques. Vous avez des exemples à nous donner au niveau des problèmes électriques? Oui, effectivement. On a eu un début d'incendie la semaine dernière. Un appareil, un air climatisé autonome là, dans une fenêtre, et il était branché sur un cordon prolongateur qui n'était pas d'un modèle de bon calibre pour aller avec le type d'appareil. Alors, c'est très important de lire le manuel d'instruction de nos appareils qui utilisent des fortes charges de courant. Donc, la période d'hiver approche. Souvent, les gens vont utiliser du chauffage d'appoint, des petites chaufferettes d'appoint, des petits radiateurs. Eux aussi, c'est très important de s'assurer qu'on a le bon calibre pour le cordon prolongateur pour ces appareils-là. En plus, on conseille fortement d'utiliser des barres de surtension avec un disjoncteur intégré. Comme ça, s'il y a une surcharge, plutôt que de se produire à l'intérieur du mur, ça va se produire avant d'aller dans le mur, sur la barre de surtension. Ça va mettre le courant en arrêt, donc on a moins de risques d'incendie également. J'ai une autre question pour vous, Madame Desrosiers. Les fers à cheveux, là, est-ce que c'est une cause d'incendie? Pas plus qu'un fer à repasser ou qu'un mais autre ça appareil. fait partie quand même? Ou? Mais moins, je crois que les gens en utilisent peut-être de moins en moins, des fers à friser. Maintenant, il y a des fers plats qui sont peut-être moins pires. La surface est plus protégée, ou encore les espèces de rouleaux où est-ce qu'on met notre mèche de cheveux à l'intérieur puis ça s'enroule. Donc, il n'y a pas de surface chaude qui touche aux meubles. Oui, puis s'il y a un problème, on est là en général là, pour s'en apercevoir rapidement. Hein? En général, effectivement. Moi, je pensais surtout à Noël là, qui s'en vient. Oui. On les rallonge pour mettre dans le sapin de Noël. Puis là, on achète tout dans les magasins à 1 $. Bof, on va acheter la rallonge à cet endroit-là aussi. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, hein? s'assurer que tous les appareils électriques sont homologués CSA, ULC. Très, très important qu'il y ait les sceaux d'homologation sur ces types d'appareils-là qu'on utilise, ces accessoires-là. Et on peut favoriser aussi les lumières de Noël pour le sapin d'EL, les diodes électroluminescentes. Ça chauffe pas du tout. Ça chauffe beaucoup moins que les anciennes ampoules qu'on avait autrefois, et c'est plus économique au niveau de l'énergie également. On a parlé des causes des incendies, mais lorsqu'un incendie survient, il faut avoir un avertisseur de fumée. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée à la maison? Tout à fait. L'avertisseur, c'est la pièce maîtresse, très important. Dans la réglementation, on oblige les propriétaires à installer des avertisseurs de fumée fonctionnels dans les logis, et l'entretien, après ça, par la suite, en revient au locataire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend un avertisseur de fumée par niveau de plancher. Donc, si on a une maison de style cottage, alors ça en prend un au sous-sol, un à l'étage où il y a normalement la cuisine, le salon, et un à l'étage où il y a les chambres à coucher. On conseille aussi fortement d'en installer dans les chambres d'adolescents, en fait, dans toutes les pièces aussi où l'on dort la porte fermée. Ah, OK. Et vous dites que c'est obligatoire, ça veut dire qu'on peut avoir une amende, une contravention si on n'en a pas? C'est ça, est-ce que les pompiers viennent cogner à la maison et nous donnent des amendes comme un policier pourrait le faire? Ou? Il pourrait éventuellement le faire. Présentement, notre façon de fonctionner n'est pas ainsi. On va quand même aviser les propriétaires et les locataires. Mais éventuellement, oui, on pourrait, si les gens ne se plient pas, n'installent pas des avertisseurs de fumée, effectivement, on va en venir à donner des amendes pour que les gens puissent bien comprendre que c'est l'importance d'avoir un avertisseur de fumée, parce que lorsqu'on a des décès à Montréal, souvent, c'est qu'il n'y a pas d'avertisseur de fumée à l'intérieur du logis, ou il est non fonctionnel, on a retiré la pile ou on a enlevé l'appareil. Avez-vous une idée des statistiques encore aujourd'hui? Combien de personnes, ou c'est-à-dire combien de maisons n'ont pas de détecteur de fumée? On a encore entre 20 à 30 de logis qui n'ont pas d'avertisseur de fumée à l'intérieur pour les protéger. C'est sûr que si le feu arrive le jour, on est présent dans le logement, on risque de le sentir ou de le voir. Par contre, la nuit, c'est souvent là qu'arrivent les problématiques et les drames. On ne le sent pas, on dort sans avertisseur de fumée, on a très peu de chances de s'en sortir. Il y a différents types d'avertisseurs de fumée. On parle de plus en plus de l'avertisseur de monoxyde de carbone. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi? En fait, l'avertisseur de monoxyde de carbone, c'est une chose complètement différente. Okay. L'avertisseur de monoxyde de carbone, c'est un détecteur, dans le fond, qui va vous aviser
aviser s'il y a du monoxyde à l'intérieur du logis. Pour avoir des sources de monoxyde à l'intérieur du logis, ça prend soit des appareils qui fonctionnent avec un combustible solide, un gaz ou un liquide. Un système de chauffage à l'huile, une cuisinière au gaz. Parfois, on a maintenant même des foyers à l'alcool qui fonctionnent, des foyers au bois aussi. Ce sont tous des sources probables de monoxyde de carbone, ainsi que si vous avez un garage attaché à votre maison. La voiture, si elle part parce qu'on a accroché le bouton de démarrage à l'intérieur, on ne s'en est pas aperçu, va dégager du monoxyde de carbone également. Mais ça, on le sent quand même. On sent le monoxyde. Non, c'est inodore, OK. incolore, oui. On va sentir, dans le fond, le soufre un peu du gaz parce que c'est une substance qu'on met à l'intérieur pour justement nous signaler qu'il y a une fuite de gaz au niveau du gaz naturel ou du gaz propane. Mais le monoxyde de carbone est inodore, incolore. Mais est-ce qu'il y a un lien avec les incendies? Ça peut créer Non. un incendie, non? Pas vraiment, C'est plus non. pour la santé. Tout à fait, Ben, oui. quoique, Même la santé, le décès, même. Je connais des gens le à qui décès. c'est arrivé. Ils étaient partis pour 2-3 jours. Quand ils sont revenus, il faisait chaud à l'intérieur à cause d'une fuite de monoxyde de carbone. Ça se peut, ça? Il faudrait Il y avait voir une exactement. chaleur, Ce une serait source? difficile. Il Non? faudrait comprendre OK. un petit peu plus le On oublie ça. principe. J'ai rien Oui. dit. Non. Dernière question. Ben oui. Vas-y, je te laisse aller. C'était la saison des barbecues. Ouais. Alors, Oui. c'était l'été. Et là, bon, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait justement avec notre barbecue? Est-ce que vous avez des recommandations à nous donner ou l'entreposer? Bien sûr, le barbecue, on peut l'entreposer un peu n'importe où est-ce qu'on veut pour le protéger. La seule chose qu'il faut retenir, c'est la bouteille de propane ne doit pas être à l'intérieur, ni dans le cabanon, ni dans tout endroit qui est fermé. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir une fuite à l'intérieur et là, il y a un risque de concentration à l'intérieur du local où est située la bouteille de propane. Donc, la bouteille de propane, toujours à l'extérieur, on la recouvre d'une membrane, quelque chose pour la protéger, pour éviter, bien sûr, la rouille. Mais malgré les variations de température extrêmes qu'on connaît en hiver, ça ne peut pas exploser, là? Non, ça n'explose pas, une bouteille de D'accord. propane. Vraiment bien fermée. On s'assure d'avoir vidé les conduits, par contre, de son appareil de barbecue si on le range à l'intérieur. Mais la bouteille, toujours à l'extérieur. C'est interdit par la réglementation de mettre des bouteilles de propane à l'intérieur. Juste avant de terminer, j'ai une dernière question pour vous. Vous dites que c'est interdit de la garder à l'intérieur, mais si on a une place sous la maison, parce que des fois, on a des espèces de cabanons qui sont sous la maison. Ce qu'il faut retenir, il ne faut pas que ça soit dans un endroit fermé. Ça doit être dans un endroit qui est ventilé. OK. Donc, si on a un risque de concentration à l'intérieur, c'est non. OK. C'est vraiment à l'extérieur. On prend plein de notes là, depuis le début de cette entrevue. C'est vraiment intéressant. Super. D'ailleurs, il y a un site Internet qu'on peut visiter pour plus d'informations concernant la prévention. Effectivement. C'est le site de Ville de Montréal, /SIM, comme dans... Tout à fait. Vous avez des capsules à l'intérieur où on vous indique comment installer l'avertisseur de fumée, l'entretien de celui-ci, une multitude de conseils que vous allez retrouver à l'intérieur de notre site. On vous invite fortement à aller le consulter. On en apprend tous les jours, comme vous pouvez voir. Oui. On en a appris aujourd'hui encore. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'en va à la pause et on vous revient tout de suite avec des suspects recherchés.